Bienvenue à Réussite à Pro, secret partagé. Le balado où l'on explore les stratégies, les innovations et les astuces pour transformer vos chaînes d'approvisionnement. Je suis Claudine Fife, fondatrice de Finlam, votre allié en approvisionnement stratégique. Et aujourd'hui, on vous partage des secrets pour optimiser vos processus et atteindre vos objectifs. Laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode de balado. Aujourd'hui, j'ai eu envie de discuter d'un sujet dont on parle de temps en temps, mais je pense qu'on va l'exploser, ce sujet-là. Et surtout, ça va nous permettre, notre rencontre, de répondre à cette question. Pourquoi est-ce si important de développer des relations partenariats avec nos fournisseurs de manière à favoriser l'innovation? Donc, c'est un sujet qui est assez large. On va en discuter. Et j'ai un invité très intéressant pour le faire avec moi, Olivier Gallement. Enchanté. Bonjour, Olivier, et vraiment bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un plaisir. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais souvent, ce genre de... J'ai déjà animé plusieurs fois des conférences ou fait des présentations dans les cégeps, mais un format podcast, moins souvent. Non? Ben, c'est super. Ben, tu vas être très bon. Et Olivier, c'est intéressant. Je te présente déjà comme étant de l'entreprise Fastenal. Directeur de la succursale de Granby. Depuis combien d'années déjà? Depuis novembre 2021. Donc déjà, ça fait... Oui, le temps passe vite. Et Olivier, quand on s'est parlé de la possibilité de faire cette rencontre-là, on avait évidemment exploré plein de sujets. On a décidé d'axer notre rencontre sur pourquoi est-ce si important, puis quels sont les bénéfices, on va en parler. De développer une relation au-delà d'une discussion de prix avec un fournisseur. Donc là, tu es dans la posture du fournisseur, distributeur, et ça va être intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Donc, comment on peut, comme acheteur, se positionner mieux aussi pour travailler différemment avec nos fournisseurs, tels que Fastenal. La première question que j'ai pour toi, à ton avis, qu'est-ce qui constitue une vraie culture d'innovation? Donc, quand tu approches des entreprises, à quoi tu reconnais le fait que vraiment on ait une culture réelle d'innovation dans cette organisation? Est-ce qu'il y a des signaux là, qui te disent « je suis vraiment dans un environnement qui est pro-innovation » ? Oui. Déjà, on fait quand même affaire à toutes sortes de clients, vraiment dans des industries très, très, très différentes. Déjà, juste le degré d'informatisation de leur processus de gestion d'inventaire, ça nous en dit déjà beaucoup. D'accord. Parce qu'on croise encore beaucoup d'endroits où c'est encore géré papier, avec des entrées-sorties d'inventaire papier avec des petits cartons. Ça, on en trouve encore plus que ce qu'on penserait en 2025. Puis, pour certaines places, ça fonctionne quand même très, très bien. C'est juste que c'est une gestion qui est lourde, mais c'est encore bien géré. Mais juste ça, déjà, nous indique quand même beaucoup de choses, les systèmes de gestion d'inventaire qu'ils ont, comment est-ce que l'inventaire est placé. Tout ça, c'est des indices qu'on peut voir. Mettons que s'il y a déjà des systèmes de Kanban en place, par exemple, déjà là, ça nous dit, OK, on est prêt à mettre des processus versus d'autres systèmes où c'est vraiment... plus à l'ancienne, je vais dire. Il y a une gestion plus traditionnelle. Exactement. Exactement. Donc, ça nous donne déjà plusieurs indicateurs. Puis aussi, tout simplement, de voir comment les discussions s'alignent. Si on a des discussions maintenant, de plus en plus, on se fait contacter pour parler de nos solutions de gestion d'inventaire. Donc, simplement de voir qu'un client va être ouvert à discuter de ces choses-là, versus un client qui veut continuer de simplement placer ses commandes, faire livrer son stock, mais qui ne veut pas entendre parler de solutions de gestion d'inventaire ou qui ne se sentent pas prêts à déléguer toutes ces opérations-là dans la cour d'un distributeur, d'un partenaire. Déjà là, nous, ça nous indique un petit peu le degré d'ouverture. Donc, il y a comme une prédisposition d'esprit, de culture, d'atmosphère aussi, si on est déjà dans les systèmes. Avant de continuer, je pense que ce serait intéressant, Olivier. Il y a des entreprises qui vont connaître Fastenal par cœur. On a peut-être des auditeurs qui connaissent moins ce que Fastenal fait. Donc, sans rentrer dans trop de détails, dis-nous globalement, Fastenal est un distributeur, dessert quel type de clientèle et quelles sont la nature des produits que vous mettez à disposition de vos clients
pour qu'on puisse un petit peu mieux évaluer ce que ça représente, là. C'est sûr que ça Fastenal, on est un des plus grands distributeurs industriels en Amérique du Nord et dans le monde. Notre gamme de produits est quand même très, très vaste. On a de plus en plus de lignes de produits. Mais ça va vraiment être ce qu'on cible le plus, c'est les consommables industriels. Donc, principalement, sur Fastenal, on a commencé avec la quincaillerie. Oui. Mais on s'est étendu à bien d'autres gammes de produits. Donc, on peut aussi bien fournir les équipements de protection, qui est aussi un très, très, très gros volume pour nous. Des produits de sanitation. Donc, pensez au papier toilette, les savons, les produits de nettoyage. Tout ce qui va être le travail des métaux aussi. Donc, des mèches de perçage, des disques à sabler, des disques de coupe. Ça aussi, c'est un très, très gros volume pour Fastenal, tout ce qui va être le travail du métal. Mais on a aussi évidemment l'outillage, que ce soit outils à main, outils à batterie ou des machines un petit peu plus grosses. On ne va juste pas dans la grosse machinerie. Oui. Des petites machines comme une perceuse à colonne, ça, c'est pas un problème non plus. Puis après ça, on a quand même vraiment beaucoup d'autres gammes, des fournitures de bureaux, tous les autres types de quincaillerie, bien sûr aussi. Je me suis pas attardé là-dessus, mais que ce soit des embouts pneumatiques, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment très, très large. Mais qu'est-ce que Fastenal fournit? C'est plus que les produits. Ouais. Nous, notre force, c'est vraiment nos services de gestion d'inventaire. Et là, on va arriver vraiment dans... C'est intéressant de situer Fastenal pour ceux qui ne connaissaient pas, pour comprendre l'ampleur de ce que vous pouvez desservir, mais qu'on puisse aussi faire le parallèle avec la complexité de gestion interne de ces produits-là. Souvent, on parle de produits qui n'ont pas des super grosses valeurs individuelles non plus. Donc, une quantité d'items qu'on peut avoir besoin, particulièrement dans tout ce qui est environnement manufacturier, et qui sont des produits utilisés quotidiennement par un grand nombre de personnes dans les opérations. Donc, ça nous situe un peu. Maintenant, le cœur de l'innovation. Puis c'est vrai que Fastenal offre des produits, oui. On va parler tout à l'heure de la source, puis comment Fastenal s'approvisionne aussi de ces produits-là. Mais puisqu'on veut parler d'innovation, parlons de ce qu'apporte Fastenal. Et puis tu vas nous en dire plus, parce que c'est vraiment le cœur de votre différenciation, en quelque sorte. Exact, oui. Vous ne vendez pas des produits, mais vous mettez des solutions à disposition des clients. C'est vraiment ça. Et explique-nous en quoi l'aspect de solution versus un produit vous distingue de plus en plus aussi dans votre industrie. Tout à fait. Déjà, pour revenir, avant la devise de Fastenal, pendant de nombreuses années, quand moi j'ai commencé chez Fastenal en 2017, la devise était la croissance à travers le service client. C'est toujours resté au cœur de nos valeurs, mais il y a 2 ans, on a changé notre devise pour là où l'industrie rencontre l'innovation. Parce que c'est vraiment là la force de Fastenal. Du bon service client, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup de bons fournisseurs sont capables de donner un bon service. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais vraiment d'aller chercher ces technologies de pointe, d'être en constante innovation au niveau des solutions qu'on apporte à nos clients, c'est vraiment ça la force de Fastenal. C'est vraiment ça qui nous distingue, c'est vraiment ça notre avantage compétitif sur le marché. On a vraiment des solutions très, très vastes. On est vraiment le leader avec une bonne avance dans les solutions de gestion d'inventaire. On a énormément de technologies en place et on continue tout le temps d'en développer des nouvelles pour répondre à différents nouveaux défis. Et c'est ça peut-être aussi notre force, c'est de continuellement regarder qu'est-ce qu'on a comme défi chez nos clients qu'on peut mieux régler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nouvelles technologies pour les gérer plus efficacement, offrir des meilleurs coûts, avoir plus de flexibilité aussi dans ce qu'on peut faire pour le client avec nos technologies. Et si on ne l'a pas, on va développer une technologie pour le faire. Donc, creusons un peu la question de la technologie, parce qu'on parle d'innovation. On parle aussi souvent de solutions que nos partenaires externes, là, comme chez Fastenal, vont apporter aux clients, qui vont permettre d'avoir accès à certains outils ou à certaines solutions sans les développer soi-même. C'est surtout ça aussi.
Je dis souvent que l'innovation, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va créer dans toutes les organisations soi-même avec nos équipes. Il y a des ressources, il y a des entreprises qui ne font pratiquement que ça, qui dédient beaucoup de budget aussi à développer ces outils-là. Donc, ouvrons à l'innovation à travers nos partenaires. Mais si on revient aux solutions technologiques, donne-nous des exemples. Donc, qu'est-ce que, par exemple, versus un système plus traditionnel d'achat de ces produits-là, qu'est-ce qu'on peut trouver avec des solutions plus adaptées, numériques, technologiques? Comment ça se matérialise dans les organisations, ces solutions? Dans le fond, avec nos technologies, évidemment, Fastenal vient enlever toute cette charge opérationnelle aux clients. On va implanter des technologies. Évidemment, ce qui nous a fait le plus connaître dans ce domaine-là, c'est nos fameuses machines distributrices industrielles que maintenant, beaucoup de nos compétiteurs essayent de reproduire. Mais c'est vraiment ça qui nous avait fait connaître. Donc, on va prendre l'exemple-là parce que c'est le plus connu. C'est ce qui nous a vraiment mis sur cette piste des technologies. C'est vraiment une solution qui offre un service clé en main pour le client. Donc, tous les produits qu'on va gérer pour le client dans ces machines-là, le client n'a plus besoin de s'en soucier. On s'entend avec eux sur des minimums, maximums. On regarde, s'ils ne le savent pas, on va regarder leur consommation. On va leur expliquer ce qu'ils font. Leur consommation historique. Regarder qu'est-ce qui serait le plus sensé pour eux. Le premier but, c'est de, réduire leur niveau d'inventaire. On essaie de garder, en général, entre 2 et 4 semaines d'inventaire dans ces machines, dépendamment de l'activité. Des fois, il y a des cas qu'il faut faire. On n'a pas besoin de plus. Des fois, on se fait des stocks par peur ou parce que ça peut prendre du temps d'avoir de l'approvisionnement. Mais tout ça, c'est, encore une fois, des soucis qu'on vient enlever aux clients, qu'on vient s'en occuper pour eux. Puisque nous, Fastenal, on se fait un inventaire miroir aussi de ce qu'on garde dans ces technologies. Donc, on va dire ce tampon d'inventaire qui se gardait chez eux, là, on le prend chez nous. Donc, ça enlève déjà une grosse charge d'inventaire. Donc, ça, c'est une économie de coût aussi réelle. Exactement. On n'a pas à conserver, à payer pour des inventaires. C'est directement du cash flow. On va excuser l'anglicisme, mais de plus pour l'entreprise. Puis, tout ça, c'est des solutions. Toutes nos solutions, elles sont connectées à Internet. Donc, nous, Fastenal, on a une visibilité en temps réel sur l'inventaire. Puis, on donne aussi cette visibilité-là aux clients. Dans des très, très grosses usines, ça peut avoir une bonne valeur aussi de savoir qu'est-ce qu'on a à quel endroit dans l'usine, à travers les différentes bâtisses, etc. Et toute cette visibilité, nous, on a des systèmes d'alerte, etc. On s'entend sur des fréquences de remplissage. Puis, c'est Fastenal qui s'occupe de la commande, du remplissage, de venir placer le stock aussi pour le client. Donc, toutes ces opérations-là que le client faisait avant, de devoir vérifier son niveau d'inventaire, placer une commande, recevoir la commande, aller placer la commande au lieu de distribution, tout ça, c'est des étapes que Fastenal vient prendre en charge pour le client, qu'on leur enlève vraiment toutes ces opérations à ce niveau-là. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est nous donner un numéro de PO s'ils ont besoin d'un PO et faire la réception. L'incontournable. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis, très heureusement, vous avez plein de clients. Donc, il y en a qui ont compris ça, qui ont intégré ces nouvelles façons de travailler, de gérer ce type de produit-là. Je pense qu'effectivement, les coûts ils sont énormes à supporter ça de façon traditionnelle. On pourrait nommer des exemples, mais tu as raison de dire que dans un cycle de commande manuel, disons, il y a des chiffres. Il y en a qui disent 150. Moi, j'ai déjà entendu jusqu'à 225 $ par transaction. Si on parle de la réquisition, il y a un besoin, on traite la demande, on fait la commande, on reçoit le matériel, on traite la facture. Donc, c'est vrai qu'il faut sortir de ce cycle-là. Et c'est ça l'aspect innovateur. Et je dis toujours que l'innovation, ça n'a pas besoin d'être non plus l'invention d'un nouveau produit, mais juste une façon différente de gérer certaines choses. Il y a des coûts intéressants à faire à ce propos-là. Parle-nous aussi de l'autonomie, parce que il y a une portion, évidemment, de ce service-là qui est de l'impartition, carrément. On appelle ça de l'impartition, peu importe comment on le décrit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment je peux... Je dis toujours dans les achats, ce qui est intéressant pour un acheteur stratégique, c'est de mettre en place des cadres ou des contrats ou de négocier des accords plus formels, tout en permettant à certains utilisateurs à l'interne de faire l'achat ou d'exprimer le besoin. Donc, dans le concept que tu décris,
c'est intéressant aussi de façon conceptuelle pour quand même permettre l'autonomie de la personne dans les opérations, sur la chaîne de production, peu importe, d'aller chercher le produit dont elle a besoin. Explique-nous aussi comment cette autonomie-là prend de la place dans votre façon de présenter vos solutions. Oui. Dans le fond, souvent, c'est des types de produits. Souvent, dans une usine, ils doivent demander à leur superviseur. L'employé de la production doit demander à son superviseur. Donc, on vient faire perdre du temps au superviseur, mais aussi à l'employé qui doit attendre que son superviseur lui amène le produit, etc. Avec nos solutions, on a des solutions qui permettent justement d'amener ce niveau de contrôle que le superviseur amenait avant, de mettre des restrictions en place. On peut décider que tel employé, selon son niveau de responsabilité, son département a accès à tel ou tel produit en telle ou telle quantité à une fréquence déterminée. Donc tout ça, ou par exemple, des fois, de demander à un magasinier qui lui disait « Ah, tu as déjà été me prendre des lunettes cette semaine. Ouais. » Il n'y a plus besoin, la machine le fait, c'est automatisé et on a des rapports. C'est la beauté des rapports. Hein? Le gros avantage de toutes ces technologies qu'on implémente, c'est tout le data qu'on est capable de récolter et de fournir à nos clients. Et ça, c'est des données qu'on leur fournit gratuitement aussi. Puis ça, les données, ça a une valeur énorme pour les organisations. C'est là-dedans qu'on peut vraiment les aider aussi à aller chercher d'autres économies. C'est vraiment en ayant des données d'une grande précision. On peut savoir qui, à quelle fréquence, prend quoi, par département, par shift aussi. On peut faire des analyses de comparaison. On peut comparer, ou des fois, on peut avoir différents départements dans différents sites qui sont à peu près similaires, qui font la même activité, puis on peut regarder un petit peu. Fait que ça donne vraiment énormément de données et de visibilité vraiment totale sur tout ce qui se passe dans ces usines pour ces produits-là aux dirigeants, aux preneurs de décision. Et s'ils l'utilisent bien, ces données-là, ça peut vraiment aller leur chercher énormément d'économies ou vraiment des avantages aussi au niveau compétitif, dans le fond, que des fois, ils peuvent vraiment aller travailler très, très en profondeur grâce à ces données-là, parce que ça peut donner des indices sur beaucoup de choses aussi. Oui, sur effectivement l'usage, sur certains produits aussi. On peut se rendre compte qu'il y a certains produits qu'on n'utilise pas du tout. On peut trouver des équivalences à d'autres choses. Exact. Donc, ça nous amène sur les bénéfices. Et puis, je sais que tu es un fervent de ça, puis moi aussi. Pour des fournisseurs clés, il faut aller au-delà de la négociation d'un prix. Oui. Il faut aller chercher la pleine valeur que ce partenariat-là peut générer. Donc, il faut pousser. Et il y a des bénéfices vraiment formels. Serais-tu d'accord à dire que l'impact est vraiment sur la performance des organisations quand on arrive à trouver des façons et des bénéfices qui vont vraiment être générés par une relation plus transparente, plus en collaboration? Et donne-nous des exemples, par exemple, de la parfaite relation de transparence à laquelle tu peux penser, sans nommer personne. Mais comment ça se matérialise? Parce qu'il y en a qui ont un peu de mal à imaginer comment ça peut être un meilleur partenariat qu'une relation normale, comment ça peut s'articuler, et qu'est-ce que ça demande aussi du fournisseur, mais qu'est-ce que vous appréciez aussi dans l'attitude ou le comportement du fournisseur pour générer cette pleine valeur-là? Oui. Le plus gros mot, ça serait transparence. Beaucoup de transparence dans les échanges et du partage d'informations. Par exemple, quel type d'informations? Par exemple, nous, comprendre la structure, mieux comprendre la structure d'un client au niveau de eux, leur stratégie, parce que nos clients, ils vendent des choses aussi. Bien Donc, sûr. comprendre c'est quoi leur marché, c'est quoi leur réalité, comprendre leurs défis aussi, comprendre leurs avantages, comprendre leur stratégie à eux de vente aussi. Des fois, ça nous aide à mieux comprendre la logique, tout simplement. Le développement de marché, par exemple. Exactement, mieux comprendre la logique, puis mieux comprendre c'est quoi leurs défis. Nous, des fois, comme ça peut cliquer qu'on a déjà un client qui a eu un défi similaire. On peut les aider aussi, des fois, à ce niveau-là, puis aller au-delà de juste qu'est-ce qu'on va pouvoir leur fournir. Mais des fois, c'est simplement aussi cette approche de partenaire, vraiment. Des fois, c'est pas un produit que... C'est presque du sur-mesure dans certains cas. Exactement, c'est toujours du sur-mesure, qu'est-ce que Fastenal offre. Mais des fois, c'est ça, nous aussi, on n'hésite pas à partager les bons coups qu'on voit ailleurs.
quand on peut le faire, évidemment. Oui. On Sans s'amuse aller pas, au-delà d'eux, on s'amuse mais... pas à partager entre compétiteurs. On fait attention. On fait Mais quand sur même attention à l'industrie ça. en général, vous Mais avez sur plein l'industrie, d'informations. exactement, on a quand même beaucoup de visibilité en étant chez des clients très, très différents. Mais il y a des défis qui, dans une industrie, peuvent se retrouver dans une autre complètement différente, mais ça reste le même défi d'opérer une usine. Mais c'est aussi... Donc, avoir cette transparence-là avec le client, puis eux aussi nous partager l'information de vous êtes tant de pourcents plus cher, mais nous, ce qu'on cherche, c'est une économie, etc. Donc, des fois, quand le client ne nous amène pas à j'ai besoin de baisser mes prix de tant de pourcents, mais plutôt j'ai besoin d'aller chercher une économie de nous, c'est là où on peut vraiment travailler très fort parce que finalement, notre force va être dans les économies indirectes. C'est là où il y a le plus d'économies qu'on peut aller chercher souvent parce que les économies de prix, au final, les gros distributeurs, on va tous avoir des... Ça finit par se ressembler. Exactement. On va à avoir des choses, il y a des petites variations, mais on reste dans des pourcentages. C'est pas la grande valeur d'un c'est fournisseur c'est pas là dans ce secteur-là. où il va y avoir les grosses économies. Des fois, tu vas peut-être sauver 5%, 10% en changeant de fournisseur, mais c'est pas là où les vraies économies, elles sont. Là où on va chercher des économies en général, quand on implémente nos solutions, on fait souvent les gros projets. On fait des analyses TCOE, comme on appelle, donc des analyses de coût total de possession en français. Oui. Ça, en général, on vise des réductions moyennes de 20-25% sur les coûts indirects. C'est là donc, notre c'est force. le traitement, l'administration, les processus pour traiter ces demandes. Exactement. Donc, quand le client est prêt à nous partager les informations que ça nous prend pour faire ces analyses-là, c'est là qu'on sait qu'on a un bon partenaire. Nous, généralement, c'est ces clients qui sont prêts à aller partager leurs informations opérationnelles plutôt que juste les produits en eux-mêmes. Quand on s'attaque à parler de processus, de comment c'est géré, comment ça fonctionne, c'est là que nous, on peut vraiment apporter de la valeur pour nos clients. Là, on peut les aider, c'est dans la gestion de leur processus d'achat. Donc, c'est ça pour nous, un bon partenaire. C'est le partenaire qui va être intéressé à avoir cette discussion-là versus juste parler de prix de produits. Ça va m'amener à un sujet de structure puis de contexte d'appel d'offres, mais c'est vrai qu'il faut aller au-delà pour vraiment générer cette valeur-là. On en parlera jamais assez, mais c'est vrai qu'il faut sortir de cette négociation de prix seulement, surtout dans une famille de produits comme celle-là. Parlons appel d'offres, parce que on est encore, je pense, avec une approche qui est assez conservatrice sur la façon de rédiger même nos appels d'offres. On sait que ce type de produit est souvent mis en concurrence, que c'est un levier important parce que c'est pas critique, les valeurs sont pas si grandes, mais effectivement, beaucoup de transactions peuvent vraiment impacter le processus et la charge administrative, mais tu as reçu plein d'appels d'offres dans ton histoire. Ouais. Deux questions, en fait. Quel est le principal obstacle que tu vois, toi, dans les appels d'offres plus souvent? Et quels sont ceux qui ouvrent à positionner des produits qui ne sont pas nécessairement, ou des solutions qui ne sont pas nécessairement demandées? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question, là, mais c'est toujours assez difficile. Je sais que dans le secteur public, on voit certains éléments de cette problématique-là à dire « je cherche ceci, ne me proposez pas cela parce que je ne vais pas être capable nécessairement de bien évaluer, par exemple, mes propositions. » Mais je suis une entreprise manufacturière. À quoi je dois faire attention dans la façon de rédiger mes appels d'offres? Et qu'est-ce qu'il faut que je prévoie absolument pour permettre des solutions innovantes de la part de mes fournisseurs? Oui, c'est une vaste question, celle-là. C'est sûr que oui, les appels d'offres, souvent, ça va se limiter au prix. Et ça va nous faire... Ça fait passer des fois les clients à côté d'économies potentielles. Des listes d'items. Exactement. Avoir juste une liste de produits. Déjà, pour bien soumissionner ces choses-là, d'un point de vue purement prix, ça nous prend des volumes. Si on n'a pas de volume, c'est très difficile parce que nous aussi, dans le fond, on est distributeur. On est manufacturier pour certains produits, mais pour la plupart, on est distributeur.
Donc, nous, on fait aussi un travail d'achat en arrière. Votre pouvoir d'achat nous comme aussi, distributeur, exactement. ça Nous compte. aussi, on a des négociations à faire avec nos fournisseurs. Et tous les fabricants avec qui on discute vont nous demander des volumes. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu manufacturier. Le prix dépend du volume. Donc, déjà, il faut être capable d'avoir sa donnée historique sur son besoin pour l'ensemble de ses produits. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui aide énormément parce que nous, ça nous donne un énorme levier de plus dans la négociation parce que beaucoup de manufacturiers vont faire des ententes de prix déviées, comme on appelle ça. Qu'est-ce que c'est, ça, des ententes de prix déviées? Tous les distributeurs fonctionnent comme ça. Les fabricants vont avoir un prix A pour tel ou tel distributeur, mais ils peuvent faire un prix spécial pour un utilisateur final qui a un très, très gros volume d'un certain gant, par exemple. Prenons l'exemple d'un gant que normalement, le prix qu'ils font à leur plus gros distributeur, ils ont un prix qui est le même pas mal pour tous les distributeurs qui va être de, disons, $5. Mais là, cet utilisateur ABC, il va utiliser énormément de ce modèle de gant en particulier. Donc, le fournisseur va faire un prix spécial pour protéger son marché à lui parce que qu'est-ce qui empêche le distributeur après d'aller vendre un gant d'une autre marque ou un compétiteur d'arriver avec un gant d'une autre marque? Donc, le manufacturier, oui, c'est pas lui qui vend directement le gant. Il va vouloir mais se positionner quand même. Exactement. Il le vend à travers Fastenal à cet utilisateur final. Mais si lui veut protéger ce marché pour ce volume de vente, il va faire il va faire un prix spécial. Donc, au lieu de nous le vendre $5, il va nous le vendre $4. Ça fait que son gant, au final, le prix final pour l'utilisateur va être beaucoup plus bas, donc beaucoup plus compétitif. Donc, il y a des stratégies, il y a des réelles stratégies, parce que souvent, j'ai la question, moi, où on me dit, oui, mais je travaille avec un distributeur, j'ai pas beaucoup de levier. C'est pas vrai. Il peut y avoir des options intéressantes à explorer. Puis des fois, exactement. Ça nous donne... Nous, d'avoir cette information nous donne du levier en tant que distributeur pour négocier avec des manufacturiers. Avoir des volumes, tous les manufacturiers veulent du volume. C'est ça qu'ils veulent comme information. Ouais. C'est de ça dont on a besoin. Donc déjà, ça nous aide beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui peut aider aussi dans un appel d'offres, si on parle aussi purement de prix, c'est de se faire donner les derniers prix payés. Alors ça, il y a beaucoup de choses beaucoup de clients qui ont du mal à faire ça. C'est plus sensible, ouais. Parce qu'ils ont peur d'être perdants au change. Ouais. Mais sauf que souvent, des fois, on le fait comme un deuxième exercice. On va faire notre première liste de prix. Puis après, le client va nous revenir. Et ça, c'est là aussi où on sait qu'on a un bon partenaire. Normalement, c'est genre mais des fois, on va avoir un bon partenaire. Il va nous revenir avec, bon, il y aurait ces prix-là à revoir pour l'appel d'offres. On leur dit, OK, ben, donne-nous un prix cible. Parce que si tu me dis juste, t'es plus cher sur ces items-là et ça nous bloque, comme, OK, mais si tu me dis pas de combien, moi, c'est difficile de trouver le prix que tu cherches. Ouais. Et ça, des fois, ça va juste nous permettre, nous, des fois, négocier. Parce que oui, ça aussi, ça nous permet des fois d'aller revenir à un fournisseur. Si on travaille sur des équivalents, comme des fois, on n'est pas toujours le produit direct parce qu'il y a beaucoup de fois où l'utilisateur va avoir un produit qui est une marque exclusive ou un distributeur qui fait affaire avec un manufacturier qui fait affaire avec tel distributeur, mais pas un autre. Donc, c'est souvent au niveau des équivalents qu'il peut y avoir des écarts. Donc, nous, de nous donner cette cible, on est comme, OK, ben, c'est ça le prix qu'ils visent. Nous, on peut renégocier des fois aussi avec les fabricants le prix que tu m'as fait, ça ne marche pas, je dois pouvoir vendre à tel prix. Fait que si tu ne me le fais pas, ça ne va juste pas être ton produit qui sera vendu. Donc, des fois, ça nous donne aussi du levier de négociation. Mais avoue que c'est sensible, cette question-là. C'est très sensible, mais des fois, nous, ça nous permet de faire des choses aussi au niveau de la quincaillerie parce que comment on va faire notre appel d'offres avec du volume? On va y aller avec... Nous, on a plusieurs 6 sources d'approvisionnement. On va y aller avec nos fournisseurs préférentiels. On va y aller avec qu'est-ce qu'on a en inventaire dans nos centres de distribution. Mais on a d'autres options. Parce que Fastenal est aussi fabricant pour la quincaillerie. Mais il y a des choses que, oui, je peux faire fabriquer par ma division en Chine. J'en ai une aux États-Unis, mais ce n'est pas le même prix. Ça dépend du délai que tu vises. Mais on a aussi des très, très, très bons
on a des très bons partenaires manufacturiers en Asie, que si je leur donne un prix cible, notre division d'achat en Asie, ils vont travailler jusqu'à ce qu'ils trouvent ce prix cible. Et à ce moment-là, on est capable d'aller chercher ce coût que le client cherche. C'est juste que ça prend beaucoup plus de travail. Puis après, évidemment, il y a des délais, etc. à gérer. Donc, comme c'est un processus qui est quand même plus complexe, c'est pas avec ça notre réflexe, c'est pas d'aller on va lancer la balle à notre division d'achat en Asie parce qu'on sait que le délai va être 5-6 mois. Mais si le volume est là, puis si le client nous dit « Oui, mais moi, j'ai besoin que ça soit tel prix » et que nous, on n'est pas capable de le faire avec nos fournisseurs domestiques, on va dire, ben on va lancer la balle à notre division en Asie, puis eux vont y arriver. Mais ça nous prend une cible pour être capable. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est pas dans la démarche traditionnelle de l'acheteur en général de fournir les prix, références. Je comprends que ça peut être utile. On a beaucoup de nos bons partenaires qui, eux, le font sans problème et au final, tout ce que ça leur apporte, c'est des économies. Parce qu'on le sait combien paye, donc on essaye d'être de surtout pas être plus cher ou alors d'être le moins plus cher possible. Puis ça nous donne aussi des fois, comme nous, c'est bon de savoir si on a un produit qui est vraiment beaucoup moins cher aussi, on peut le montrer à notre client comme regarde, on t'a amené telle économie. Parce que c'est ça aussi notre but de Fastenal, c'est de démontrer des économies à nos partenaires. Donc, il y a soit on s'ouvre vraiment en toute transparence en fournissant la liste des prix, en disant, voici, moi, mon objectif, par exemple, globalement, ce serait de réduire l'ensemble de ce budget pour ces produits de X. Donc là, c'est vraiment une question, effectivement, là, on entre dans une relation qui est vraiment de confiance et de transparence pour pas que ce soit utilisé à des mauvaises fins. Mm-hmm. Ça prend une certaine ouverture. Et ça, on parlait des coûts totaux tout à l'heure. Ça, ce sont les prix de produits. Mais évidemment, il faut arriver. Et là, j'aimerais que tu puisses donner des informations à ceux qui nous écoutent sur comment je mesure mes autres coûts, les coûts indirects ou les coûts de traitement ou les coûts administratifs. L'item, c'est une chose, mais le coût de traitement est autre chose. Quelles recommandations tu leur donnerais pour arriver à mesurer ça? C'est ça. Justement, j'ai été long sur la partie 1 de la question. La deuxième partie, effectivement, tout ce qui est les coûts indirects, qu'est-ce qui fait un bon appel d'offres pour nous? C'est ceux où le client a une ouverture à ce que nos consultants, parce qu'on a des équipes de consultants internes en Lean Six Sigma et implémentation. Ça, c'est tout un service qu'on offre aussi gratuitement à nos clients. Même à ceux qui ne sont pas clients dans un appel d'offres, dès qu'il y a du volume, nous, c'est ce qu'on va recommander. Si on veut pouvoir vous faire une offre globale qui fait du sens pour votre réalité, donc, qu'est-ce qu'ils on font, a besoin d'aller faire ces ces analyses TCO. OK. Donc, on va venir faire une analyse. Ça prend quelques rencontres. Tout ce que ça demande, dans le fond, du client, c'est du temps parce qu'on offre tous ces services gratuitement aussi, puis il n'y a pas d'engagement à aller après avec nous. Mais on va leur demander une rencontre préalable pour leur expliquer toutes les données qu'on a besoin de récolter. Puis ces données-là, ça va être le volume d'achat s'ils peuvent l'avoir, leur niveau d'inventaire, leur coût de PO. S'ils n'ont pas un coût de PO d'un coût de commande, on prend un standard, nous, on prend reconnu. 150. 150, c'est la moyenne d'industrie qu'on donne. Je pense que c'est raisonnable. On leur demande vraiment comment fonctionne leur processus aussi. On va leur demander de donner une valeur au taux horaire aussi, moyen. Donc, combien de temps de ressources ça peut prendre sur une base hebdomadaire? Tout ça, les infos, on leur demande... Justement, ça, c'est nous qui allons faire la récolte de combien de temps. Mais nous, on demande vraiment les chiffres de qu'est-ce qui coûte quoi, combien vous avez de fournisseurs, combien de PO vous faites par mois, combien de factures vous recevez, etc. Vraiment aller chercher le plus de données possible sur tout le reste qui est en arrière des achats, sur tout le processus d'achat, venir l'évaluer, venir mettre un coût sur ce processus d'achat. Ensuite, c'est là où on fait la partie 2. Là, on va faire un tour de l'usine avec vraiment les responsables. On va essayer de parler au plus de superviseurs qu'on peut. Donc, c'est tout ce qu'on demande, c'est d'impliquer, d'être prêt à s'impliquer avec nous, qu'on puisse faire l'exercice. Mais nous, on va même carrément faire ce qu'on appelle un process mapping. On va faire une cartographie. On va demander un plan de l'usine. On va faire une cartographie de leur
déplacement même à l'interne, comment les employés s'approvisionnent. On va faire des beaux diagrammes spaghetti là, avec les chemins des employés pour leur montrer... Où est-ce qu'ils doivent aller pour chercher leur qu'est-ce produit. qu'un employé à tel poste de travail doit aller jusqu'à tel poste pour aller s'approvisionner. Là-bas, il doit parler à un magasinier qui doit trouver le produit. Et on va mettre un chiffre et on va chronométrer. Vous allez chronométrer? On chronomètre combien de temps, ça nous prend d'aller de telle place à telle place, sans perdre de temps en bavardage, mais qu'on sait que ça peut arriver dans une usine. Oui, c'est sûr. Combien de temps ça prendrait si on demande un produit X au magasinier pour nous le trouver. Puis on met des valeurs, on évalue. Ça prend tant de temps. Puis faire ta réception de marchandises, on demande aux gens de receiving, ça vous prend combien de temps recevoir une commande? C'est quoi les étapes que vous devez faire? Est-ce que vous devez l'entrer? On va aller vraiment creuser toutes les étapes, mesurer vraiment le temps que tout ça prend. Wow! Ça peut prendre combien de temps tout faire ça? Ça peut être très long. Ça dépend des usines, ça dépend de la taille. On a des usines qui font presque 1 kilomètre de long des places. Si le receiving est à un bout, mais que l'utilisateur est à l'autre bout, que le magasin est au milieu de l'usine, des fois, ils ont des processus en place, mais même encore, on peut aller sauver beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc, nous, c'est vraiment tout ça qu'on mesure, qu'on calcule, et ensuite, on présente une analyse au client. On vient de le faire vendredi, justement. Quand il voit tout ce coût indirect, puis il mesurait avec les chiffres qu'eux nous ont donnés. Là. C'est ça l'essentiel, c'est crédible, parce que c'est ça. Nous, c'est leurs chiffres, donc on veut qu'ils y croient. Donc, on y va avec vraiment les valeurs qu'ils nous donnent et qu'on mesure ensemble aussi. On fait l'exercice avec eux, comme ça, ils savent que c'est vraiment ça votre réalité. Mais des fois, donner cette image, le mettre en chiffres pour le client, souvent, ils sont comme « Oh, OK, c'est ça que ça nous coûte gérer ces produits-là. » Et nous, après, on leur propose aussi des solutions qui répondraient. On va vraiment regarder où est-ce qu'on placerait telle ou telle solution. On y va vraiment avec une approche sur mesure toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... des fois, il y a des situations qui sont très complexes que nous, on doit se creuser la tête. On a beaucoup de spécialistes à l'interne de comment on règle leurs problèmes, comment on vient gérer ça d'une autre manière. Ça peut être la configuration. Parce que des fois, la configuration de l'usine, la façon dont les lignes sont montées, c'est quoi aussi des fois dans une usine, dépendamment des postes de travail, la réalité est complètement différente, le besoin est complètement différent. Donc, c'est d'être capable aussi d'y aller, d'être flexible dans nos solutions. C'est pas, tiens, tel client, on va lui offrir telle solution, puis ça sera ça dans toute l'usine. Des fois, il faut faire un mix de 3, 4, 5 solutions différentes dans une usine pour répondre à toutes les problématiques par emplacement. Mais ça, c'est là où vraiment nos équipes de consultants viennent nous appuyer là-dedans pour ces gros projets d'ampleur. Et on vient vraiment, après ça, arriver avec une proposition d'affaires aux clients. Puis souvent, on met que leur chiffre de volume d'achat, on va rester pareil ou plus cher. Parce que souvent, nous, on ne charge pas pour nos services. C'est toujours les services qu'on offre gratuitement, nos technologies aussi, on ne charge pas pour. Il y a juste un frais de réseau pour les panneaux de contrôle de certains, mais c'est vraiment minime comme frais. C'est pour le logiciel en arrière, dans le fond. Mais c'est vraiment là où on amène notre valeur, c'est sur toutes les économies indirectes. Et c'est ça qu'on est capable de chiffrer avec ces analyses de coût total de possession. Et c'est là où on est capable d'aller chercher au client beaucoup plus d'économies au final que s'il avait réussi à économiser 5% sur son volume d'achat. Nous, on est capable de dire on pourrait être 10% plus cher que tu sauverais encore 20%. Oui, c'est ça. C'est ça Mais qui est c'est intéressant. de le démontrer, de le chiffrer avec des chiffres réels de leur réalité, pas juste lancer des chiffres au hasard de en moyenne, on économise tant. Non, on est capable de le démontrer, ces économies. C'est super intéressant comme explication parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui croient à ça et c'est pas nécessairement des expertises qui sont utiles à développer à l'interne non plus, ce genre d'analyse. On peut avoir une idée à peu près générale, combien j'ai de transactions sur tel produit, combien ça peut représenter de façon globale, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, le fournisseur va apporter son expertise réelle à ce genre d'analyse-là et ça change la donnée aussi. Donc, dans les appels d'offres, faut ceux qui veulent, par exemple, éventuellement permettre ça, comment est-ce que ça se présente quand vous recevez un appel d'offres qui vous dit « d'accord, j'ai l'ouverture pour ça, mais j'ai aussi l'ouverture pour attaquer un peu les processus et les optimiser. » Comment ça se présente dans une structure d'appel d'offres, par exemple? Il y a plusieurs sortes d'appels d'offres. Et souvent, maintenant, comme justement l'impact de ces technologies, il y a de plus en plus de compagnies qui le comprennent.
il va y avoir des appels d'offres pour des services de gestion d'inventaire, pour une gestion par Ou fournisseur. l'objectif, ça va être de la trouver, la meilleure. De trouver quel fournisseur va être capable de nous offrir le meilleur service de gestion d'inventaire. C'est là vraiment où on peut se démarquer. Les appels d'offres où c'est juste une liste de prix, là, c'est à nous de demander est-ce que vous êtes ouvert à ça. C'est à nous de leur expliquer le pourquoi du comment, le pourquoi. On a besoin qu'ils soient ouverts à ça parce que juste parler de prix, c'est pas ça notre créneau à nous. On est capable d'être très agressif s'il faut, mais c'est pas ça le créneau de Fastenal, c'est pas ça qui fait notre force. C'est pas comme ça qu'on se démarque vraiment. Donc oui, on est capable. Est-ce que c'est ça qu'on vise? Pas forcément, parce que nous, on sait où est notre avantage concurrentiel. Donc forcément, on veut rester là où on est bon, parce que c'est là aussi on va être le meilleur pour nos clients aussi, parce qu'on sait que c'est là on va être capable d'aller apporter de la valeur aux clients versus juste fonctionner en livrer des palettes. On est capable de le faire, mais est-ce que c'est là où il y a la meilleure valeur pour le client? Pas forcément. Puis c'est ça que nous, on veut faire. On cherche à développer des partenariats sur le long terme aussi, parce que toutes ces technologies, on ne les facture pas aux clients, mais nous, c'est de l'investissement qu'on met chez le client. Donc nous, on a besoin que nos partenariats soient sur le long terme, parce que sinon, si un partenariat ne dure pas, nous, on est perdant, on change, parce qu'on aura beaucoup investi pour ne pas le rentabiliser. Donc, nous, c'est ça. On cherche vraiment aussi à trouver des partenaires, des gens qui veulent travailler avec nous sur du long terme. Puis ceux-là, j'imagine, ils peuvent bénéficier de tous les développements sur une nouvelle technologie aussi. S'il y a des améliorations, on peut en bénéficier aussi. Donc, c'est bien de le présenter comme ça. J'espère que les gens vont retenir que c'est pas s'exposer trop ou se mettre trop à risque nécessairement que de divulguer certaines informations qui vont être prises en charge par le fournisseur pour proposer quelque chose de plus adapté, de plus sur mesure. Que les coûts, ils ne sont pas juste dans les prix des produits, mais surtout dans la façon dont on traite les commandes. Et ça, pour un acheteur, il faut que ce soit bien assimilé parce que c'est aussi très intéressant de proposer ça à l'interne. Quand on voit notre comité de direction puis qu'on a vraiment des programmes qui font s'améliorer sur plusieurs fronts, voici ce que je sauve au niveau de mes produits, voici ce que je sauve au niveau de mes ressources. On sait qu'elles sont rares. On veut les utiliser de la bonne façon sur les bons sujets. Mon traitement, je l'améliore parce que là, je perçois aussi qu'à travers ces technologies, on a du réapprovisionnement. Donc, ça veut dire qu'on a une facturation consolidée sur une plus grande fréquence qu'à chaque jour ou à chaque semaine. Donc, tout le monde y gagne, les finances aussi, dans le traitement des factures. Le processus, l'idée, c'est vraiment de simplifier le processus d'achat pour tous ces consommables pour le client. C'est vraiment de leur enlever cette charge opérationnelle. C'est vraiment ça qu'on vise. Puis aussi, eux, ça leur permet aussi de plus grande assurance qu'il y a moins de risques qu'ils aient des ruptures aussi. Ça vient diminuer le risque de rupture parce que ça met cette pression sur le fournisseur. Sur nous. Et puis moi, j'aime bien dans ce concept-là aussi la capacité l'autonomie, on en parlait tout à l'heure, de cadrer, de mettre ça dans un vrai programme et de permettre à quiconque d'aller s'approvisionner de ce dont ils ont besoin pour leur travail. Olivier, j'aimerais ça t'amener sur une série de questions et que certainement plusieurs ont en tête en ce moment, particulièrement dans le contexte de la crise commerciale et des hausses de tarifs et des contre-tarifs potentiels. Il faut dire qu'au moment où on se parle, il n'y a rien qui a été décidé formellement encore. Donc, on est avant le 2 avril. Certains vont se demander, Fastenal, c'est une entreprise américaine, il faut se le dire. Moi, j'aimerais que tu nous parles de Fastenal au Canada, ce que ça représente. Et puis après, on va parler de la chaîne d'approvisionnement de Fastenal, parce qu'évidemment, on en a glissé un mot tout à l'heure, mais Fastenal, c'est un acheteur de produits avant tout. Donc, on pourra parler aussi de différentes stratégies que vous avez mises en place, ou peut-être pas nécessairement juste dans le contexte de la guerre commerciale maintenant, mais en tout temps. Parce qu'il faut diversifier ses sources quand on est gros comme ce distributeur. Il faut s'assurer de... Donc, déjà, parle-nous de Fastenal et son positionnement au Canada pour qu'on puisse vraiment comprendre un peu, oui, américain, mais... C'est un joueur très important dans cette industrie-là au Canada. Depuis combien d'années, Fastenal au Canada, c'est disponible? Ça fait très longtemps, là. Oui, oui, ça fait quand même... ça fait plus de... on a célébré nos... Attends.
Pose-moi Ah, là-dessus. mémoire. J'ai un trou sur le fil. Attends. On a implanté au Canada en 99. Ah oui, ça fait déjà un moment. C'est ça. Fait que j'allais dire 25, mais tu as 26 ans. Oui, c'est ça. C'est exactement Oui, ça. ça fait Donc, 26 ans parle-nous qu'on est de au... Fastenal, la machine canadienne. Oui. Donc, ça, juste pour mettre un peu en perspective, Fastenal, l'année dernière, dans le monde, Dans le monde. c'était 7,5 milliards de dollars de vente, milliards US. C'était quasiment 24 000 employés dans 25 pays différents. Ah oui, quand même. Donc, on est vraiment un fournisseur d'ampleur mondiale. On est implanté en Europe, Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique du Nord, évidemment, et en Asie aussi. Le Canada, donc, comme je dis, on y est depuis 1999. Au Canada, on est 1832 employés, mais on est un des marchés les plus en croissance pour Fastenal. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Intéressant, ça. Puis, si on regarde justement, déjà aussi pour le côté canadien, je tenais quand même à préciser, Fastenal, oui, est une entreprise américaine, mais notre président et CSO est canadien. Il vient de Nouvelle-Écosse. Je voudrais l'avoir en podcast pour avoir son avis sur ce qui se passe en ce moment comme Canadien. Donc, j'ai fait un aparté. Notre président, c'est Jeff Watts, qui est canadien, et notre vice-président des ventes internationales pour les Amériques est canadien aussi. Donc, on a quand même dans les plus hauts niveaux, on a quand même beaucoup de personnes du leadership qui sont canadiens. Donc, on a quand même à cœur le... Vous avez l'écoute. on a l'écoute, on sait qu'ils ont à cœur un marché en croissance. Notre marché, exactement. Ouais. Donc, en 2023, l'impact économique de Fastenal au Canada était de 453 millions. Puis quand je parle d'impact économique, ça va être en loyer payé, en salaire, mais aussi en facture tout simplement d'électricité, etc. Ouais. Mais aussi en termes de volume d'achat chez des fabricants, des manufacturiers canadiens. Donc, on a quand même un gros impact au Canada. On a aussi 333 succursales à travers... le pays. À travers le Canada, exactement. Puis, au niveau du Québec, on a 47 succursales. Si on veut rester plus plus local, avoir notre perspective plus locale. Donc, on est quand même pas un petit joueur au Canada non plus. On a un réel impact sur l'économie canadienne, puis même en termes aussi de taxes qu'on paye aussi, etc. Ouais. Donc, je voulais qu'on le mentionne parce que c'est quand même important, je pense. De plus en plus, on fait un peu ce parallèle-là. On parle de contribution, mais c'est vrai que c'est pas que de l'importation pure et simple de produits ailleurs. Et ça va m'amener sur des questions davantage sur votre chaîne d'approvisionnement. Donc, ceux qui nous écoutent vont être intéressés de savoir que se cache derrière Fastenal au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, déjà dans 25 pays, faut produire à plusieurs endroits. Exact. Les usines, ils sont, à part aux États-Unis, il y en a partout ou à peu près? Oui, alors au niveau de ce que nous, on fabrique, on a notre centre de fabrication à Winona, dans le Minnesota, à la maison mère. Parce que ça a été créé à Winona en 1967. Là, ça fait quand même ça fait quelques années. Mais oui, on a un énorme centre manufacturier, vraiment très équipé, qui va être vraiment pour les pièces spéciales, la boulonnerie vraiment très, très particulière, où on fait beaucoup de fabrication custom aussi, donc pour des pièces de métal, vraiment. Mais on a notre division Fastco en Asie aussi, qui, eux, vraiment contrôlent, en fait, tout un réseau de manufacturiers qui sont comme des manufacturiers approuvés par Fastenal. D'accord. Où on peut faire vraiment du contrôle qualité, où on est vraiment très implanté avec eux. On en a plusieurs, on est même sur place pour vraiment faire produire pour nos besoins avec nos partenaires en Asie. Et on peut aussi justement s'assurer de la qualité de nos produits. Parce que ça, c'est quelque chose où on fait très attention avec l'import d'Asie, que les standards, les normes sont respectés pour l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Donc, on fait beaucoup de contrôle qualité parce qu'on vend dans énormément
d'industries critiques aussi. On vend beaucoup aussi. On a des contrats militaires, on a des contrats aussi avec des clients qui ont des contrats militaires. Donc, oui, c'est ça. Donc, des toute la choses comme chaîne ça. doit De suivre. l'aérospatial aussi, on a beaucoup d'aérospatial. Donc, on doit faire très attention à la qualité de nos produits, etc. aussi. Moi, j'ai beaucoup de clients dans le transport aussi, par exemple. Donc, on fait attention aussi beaucoup à ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment Asie et Minnesota où on a nos capacités de production. Sinon, on fonctionne énormément avec d'autres manufacturiers. Donc, on travaille beaucoup avec des manufacturiers. Puis nos marques maison, on travaille aussi souvent avec des grands manufacturiers pour qu'eux fassent notre marque maison. Par exemple, au niveau des abrasifs, on travaille énormément avec Norton, du groupe Saint-Gobain, qui ont leur propre marque d'abrasifs, mais c'est aussi eux qui font notre marque maison. D'accord. Donc, c'est vraiment... Des partenariats stratégiques. C'est vraiment des partenariats stratégiques, exactement. Ils font leur marque, mais ils font aussi la nôtre. Puis justement, même, on apprécie travailler avec eux parce que leurs représentants aussi n'ont pas de problème à pousser notre marque maison puisque c'est aussi eux qui la fabriquent. Donc, ils sont prêts aussi à se porter garant un peu de la qualité. Oui, à aider à la promotion et puis à la faire valoir, à la faire représenter. Si, dans le cadre de cette chaîne-là, on explorait le sujet de la logistique, parce qu'évidemment, avec les volumes d'achats que vous avez, ça doit être tout un département qui ne fait que s'assurer de la logistique saine et efficace avec tous les modes de transport. En ce moment, comment c'est... Est-ce qu'il y a des adaptations? Est-ce que... Autrement, la question, c'est si je suis au Canada, par exemple, est-ce que je devrais m'inquiéter de ne pas pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin? J'ai fait assez non. Alors ça, c'est comme... On peut, oui, effectivement, donner des perspectives là-dessus. Au niveau Fastenal, on a 520 personnes aux achats à travers le monde aussi. Des professionnels de l'approvisionnement. C'est une grosse équipe quand même. Donc, c'est quand même ça. C'est pas, c'est pas une petite équipe. On est habitué à gérer des défis sur plusieurs continents puisqu'on doit déjà le faire à présent. Et on a des équipes qui gèrent, que ce soit du fret maritime, du fret interne. Nous, on a 15 centres de distribution qui sont tous reliés par notre propre flotte interne aussi. Fastenal utilise uniquement sa propre flotte de camions qui relie tous nos centres de distribution entre eux, mais aussi nos centres de distribution aux succursales. Donc, on a un réseau très, très, très flexible et j'ai une visibilité totale aussi au niveau de ma succursale sur l'inventaire. Donc, je peux voir qu'est-ce qu'une succursale au Texas a en inventaire en ce moment. Je peux le vérifier. Si j'ai besoin d'une pièce qu'il n'y a que eux qui ont, je peux leur demander qu'ils le mettent sur leur camion Fastenal qui passe tous les jours. Le camion le récupère, le rapatrie dans les centres de distribution qui va s'acheminer jusqu'à ma succursale. Donc, dépendamment où est la succursale, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est quand même très rapide puisqu'on a des camions tous les jours qui relient nos succursales à nos centres de distribution. Donc, et entre centres de distribution aussi. Donc, ça peut aller très vite. Et ça, c'est une flexibilité qu'on a que peu de fournisseurs ont parce qu'on ne dépend pas de transporteurs tierces. On est très, très rapide dans notre acheminement à l'interne. Ça, évidemment, on est aussi capable d'être flexible quand il le faut. Par exemple, en ce moment, avec les tarifs, justement, il y a beaucoup de choses qu'on acheminait à Los Angeles depuis l'Asie, justement, qui arrivait à Los Angeles, qui étaient distribuées à l'interne aux États-Unis, redistribuées jusque nous au Canada, qu'on est capable de les faire arriver à Vancouver et de les redistribuer dans le Canada pour éviter justement ces choses-là. De rediriger de rediriger. Puis nous aussi, à l'interne, on sait c'est très facile pour nous d'identifier quels fabricants sont localisés au Canada, quels fournisseurs sont au Canada. On a des programmes à l'interne pour les identifier facilement par produit aussi, de savoir ce produit-là, on peut l'acheter au Canada, c'est directement identifié dans notre système. On le voit. C'est quelque chose qui nous a énormément aidé à travers la pandémie, puisque justement, tout ce qui était équipement de protection était restreint, ne pouvait pas franchir les frontières parce que chaque pays voulait conserver son matériel. Stock. Donc ça, on a été capable, justement, il y avait eu des articles à ce sujet dans Bloomberg sur la bonne gestion que Fastenal avait fait pour être capable d'approvisionner les gouvernements, justement, dans les pays respectifs de ces équipements de protection. Et nos clients aussi, d'ailleurs, pas juste les gouvernements.
Mais aux États-Unis, Fastenal a été un des principaux fournisseurs, par exemple, du gouvernement américain. Mais au Canada, on avait énormément d'usines alimentaires, pharmaceutiques, etc., qu'on a été capable de garder approvisionnées à travers la pandémie, grâce à ça, justement, grâce à ces bonnes gestions. Et d'être capable aussi au niveau local, c'est aussi une de nos forces. Au niveau des succursales, on a beaucoup d'autonomie. C'est très décentralisé au niveau des achats. On peut décider de faire affaire avec des partenaires locaux à tout moment. Je peux faire une demande pour ajouter un nouveau fabricant dans notre catalogue de fournisseurs. C'est ce qu'on avait fait aussi à travers la pandémie parce qu'il y avait des usines locales qui s'étaient mis à produire du désinfectant, des masques, des choses comme ça. Ouais. On avait la flexibilité au niveau local de faire approuver un nouveau distributeur pour être capable de s'approvisionner chez ce manufacturier-là, qui n'était pourtant pas dans notre base d'achat. On est capable de se revirer très rapidement aussi à ce niveau. Ça me fait penser à une question. Est-ce que c'est relativement facile pour un fournisseur local, qu'il soit québécois ou canadien, de se positionner chez Fastenal? Est-ce qu'il y a une démarche, par exemple, où on pourrait soumettre sa candidature comme fournisseur ou fabricant de tel produit et pouvoir être analysé par une belle équipe de 500 professionnels? Oui, c'est ça. Le Dans mieux... les qualifications, on y arrive assez souvent ou c'est difficile? On a quand même des critères, évidemment, à prendre en charge. Ça, notre équipe de développement fournisseur serait plus à même de répondre aux détails de ça. Mais oui, on a une équipe qui s'occupe de ça, du développement fournisseur. Donc, c'est vraiment eux qui vont approuver quel fournisseur ou pas on en a dans notre système. Nous, on peut faire des demandes au niveau local qui sont traitées très rapidement, comme je disais, mais on a une équipe qui s'occupe de ça. Donc oui, effectivement, pour des fabricants peuvent demander à notre équipe de devenir un fournisseur. Puis on en a souvent, justement, régulièrement des nouveaux qui nous contactent. On vient d'être approuvé par Fastenal comme un nouveau distributeur. Parce que c'est quand même une belle stratégie de développement si on arrive à se positionner comme fournisseur. Si on est manufacturier de consommateurs industriels, c'est une bonne idée de c'est quelque chose à envisager comme stratégie pour prendre du marché et se faire connaître. Exactement. On a quand même une large empreinte, donc oui, ça peut... On travaille pas mal avec des entreprises qui sont plus petites, mais on a différents niveaux de partenariat aussi. On a des partenaires platine, or, argent, etc. Il y a différents degrés de partenariat. Il y a plusieurs critères par palier au niveau d'intégration et de partenariat qu'on demande pour avoir ces degrés-là. Puis, selon qu'est-ce qui est développé comme entente entre ce partenaire et Fastenal, ils ont accès à certains avantages aussi d'être mis en valeur sur notre site Internet, sur nos camions, sur le lettrage de nos camions, etc. J'ai une question qui me vient. Est-ce qu'on a de plus en plus cette demande, par exemple, dans les distributrices dont on parlait tout à l'heure, qui est un peu l'emblème de Fastenal? Est-ce qu'on a eu des demandes jusqu'à maintenant à votre endroit? Je voudrais une distributrice, mais uniquement de contenu de produits canadiens, par exemple? J'ai pas eu la demande ou de produits québécois d'avoir ou uniquement, mais oui, en ce moment, j'ai des clients qui m'ont demandé de faire l'exercice parce qu'il y avait des produits dont ils passaient des gros volumes qui étaient américains. Donc, on a fait la demande de trouver des équivalents canadiens. Puis, donc, ça se fait. Donc, si quelqu'un est très préoccupé par ça, c'est quand même quelque chose de... Vous êtes suffisamment gros et structuré pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, on a accès quand même à un assez large éventail de fournisseurs. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Il y a certains produits qui, par les circonstances, font que finalement, il y a certains manufacturiers, que toutes les manufacturiers de ce type de produits sont aux États-Unis ou ceux qui étaient au Canada ont été rachetés par des gros groupes. Ah ça, oui. Donc j'ai certains produits en tête que... Ça, malheureusement, ça n'existe plus des vrais manufacturiers canadiens. Il reste des usines au Canada, mais qui appartiennent toutes à des groupes américains selon certains produits. Mais c'est rare. Il faut vraiment tomber pas de chance. Je pense que si c'est une démarche que les gens veulent faire, c'est possible. Puis si c'est pas une solution parfaite, mais c'est quand même un effort qu'on va mettre à trouver des produits disponibles ici. Exact. C'est quelque chose... on a dû le faire de toute manière par nécessité pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était un exercice. On a dû faire l'exercice... Une parce pratique. que de toute manière, personne n'avait le choix d'acheter canadien ou
On ne pouvait rien recevoir d'ailleurs, de Donc, toute façon. Donc, on l'a déjà fait. On a été capable de passer Ouais. au travers une fois. Donc, on n'est pas inquiet sur notre capacité à le faire. C'est simplement de faire l'exercice. Mais nous aussi, on a des communications à l'interne de quels fabricants en ce moment sont des alliés, des vrais partenaires dans cette gestion des tarifs, etc. Donc, nous, ça nous permet aussi de diriger les utilisateurs finaux, au final, qui sont nos clients, vers ces manufacturiers qui vont offrir davantage en bénéfice. Qui offrent davantage, qui apportent des solutions pour ces tarifs. Donc, nous aussi, on cible nos bons partenaires, mais qui seront au final nous aident à être des bons partenaires avec toute la chaîne. Nos clients, exactement. Olivier, en terminant, j'aimerais te questionner aussi parce qu'on en a parlé, toi et moi, très, très rapidement, mais je pense que c'est intéressant de soulever... et puis, je fais un lien aussi avec un épisode sur la loi S211 qu'on a eu récemment ici, sur les notions de développement de chaînes d'approvisionnement éthiques au sein de Fastenal. J'aimerais que tu nous en parles un peu parce que de plus en plus, on les questionne, c'est nos gros joueurs, sur la façon dont ils gèrent ça. Quand on travaille avec l'Asie, quand on travaille avec différents pays considérés à risque, disons, sur ces enjeux-là, quelle place ça prend chez Fastenal, cette dimension-là? Quand même de plus en plus, je te dirais, au niveau, justement, travail forcé, etc. Tous les employés de Fastenal, sans exception, à chaque année, ont une formation obligatoire à faire de sensibilisation sur le travail forcé, comment reconnaître les signes, etc., comment l'identifier, c'est quoi les instances en place, etc. Et c'est une formation qui est obligatoire à chaque année. Elle retombe maintenant en janvier. Puis c'est pas une fois, mais c'est vraiment chaque année, un rappel. Vraiment, chaque année, c'est la même formation, mais on doit le refaire. Puis il y a les mises à jour avec chaque année, avec qu'est-ce qui peut avoir changé au niveau des lois, des instances, etc. Mais ça, par exemple, ça, c'est un des exemples. Puis justement, ça nous explique aussi qu'est-ce que Fastenal fait justement pour approuver ses fournisseurs aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde, de ne pas faire affaire avec des fournisseurs qui peuvent être impliqués avec ça, de vraiment cibler nos partenaires aussi. Ça fait partie des critères de sélection de regarder que nos partenaires font aussi attention à ça, que c'est quelque chose où justement ils ne participent pas à ces questions de travail forcé. C'est réel. Tu as des exemples en tête où, par exemple, on aurait éliminé une source en fonction de ces enjeux-là. Si jamais un fournisseur est suspecté de ces choses-là, évidemment, Fastenal va se tenir loin puis mettre un verrou, un stop à la vente des produits qui pourraient être d'origine suspecte, on va dire. Oui. Non, donc oui, il y a des mesures en place. Nous, c'est très facile, même que ce soit aussi au niveau de normes, d'ailleurs, d'environnement ou quoi, ils peuvent mettre dans notre système un lockdown sur un produit qu'on ne peut plus... ils sont mis en quarantaine. Oui, ils sont comme un peu bannis de la liste. Exactement. Puis dans le système, on ne peut même pas les mettre dans une facture. On peut plus... ils viennent comme verrouillés dans le système. Donc, il y a des choses en place dans le système pour justement faire attention à tout ça. Puis aussi, on parlait de sensibilisation éthique à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi au niveau de développement durable. Fastenal met de plus en plus de choses en place. Verts. on met de l'avant les produits verts sur notre site Internet. Ils sont identifiés, ceux qui sont identifiés comme verts. Puis on a de plus en plus maintenant à l'interne, on a une équipe développement durable interne qui collecte les initiatives développement durable de chaque succursale. Il y a aussi une formation qui est obligatoire pour les employés. Celle-là, c'est une fois, mais on a une formation de sensibilisation qui est obligatoire pour tout le monde. Mais nous, on se fait demander aussi au niveau des succursales, au moins une fois par année, je me fais demander par cette équipe de ça a été quoi les initiatives, qu'est-ce qu'on a mis en place. Puis on a aussi une liste d'initiatives de qu'est-ce qui se fait dans la compagnie, de est-ce que tu fais ces choses-là? Non, mais est-ce que tu veux le faire? Puis justement, on a mis en place un programme à ma succursale que je ne savais pas qu'il existait avant cette année. Justement, je l'ai appris, de recyclage de tout ce qui était les emballages, les râpes en plastique de palettes. Ben, j'ai appris qu'en fait, on avait maintenant un partenariat Fastenal avec un partenaire de recyclage pour ces choses-là, etc., qui nous fournissent des
des structures, des bacs de collecte pour ces choses-là à mon expédition-réception. Donc, on a rejoint le programme. On ajoute des petits morceaux. On ajoute des petits morceaux. Donc, oui, il y a temps. toujours des choses qui sont en place. Puis justement, c'est ça qui est bien ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait au niveau des succursales. Puis après, ils repartagent les bonnes pratiques, les succès qu'il y a eu à différents endroits dans toute la compagnie, à chaque succursale. Donc, que ça puisse se multiplier. Exactement. Puis on est encouragé à le faire aussi. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Donc, si on résume, avant de se laisser, on a voulu éveiller nos acheteurs, nos entreprises aux bénéfices puis à l'impact positif de s'allier de partenariats qui vont nous amener de l'innovation, soit par des technologies, comme dans votre cas, ou ça peut être autre chose aussi. Pas hésiter à être transparent, plus collaboratif aussi. On va avoir des meilleurs bénéfices. On a parlé aussi de l'importance de structurer des appels d'offres non trop fermés, mais se satisfaire aussi, mais laisser une certaine ouverture qui va permettre aux fournisseurs de proposer autre chose aussi. Exactement. Je pense que ça, c'est important. On est aussi dans des dimensions de choisir ses partenaires qui vont être en mesure d'être flexibles, d'adapter ses solutions, d'adapter ses stratégies aussi, pour s'assurer que les produits se rendent au bon endroit, en bon temps, dans le bon délai. Moi, je suis très contente de notre rencontre, Olivier. Si je te laissais le mot de la fin, si tu avais un petit message sur notre sujet vraiment de l'accès à l'innovation, la favoriser, mais à travers ses partenaires externes, qu'est-ce que tu dirais aux entreprises aujourd'hui pour les convaincre là, d'ouvrir un peu leurs œillères à ces sujets-là? C'est vraiment ce qu'il faut vraiment justement ouvrir au niveau de l'approvisionnement, c'est cette image de l'iceberg, de la structure de coût. Il y a le coût de produit qui est juste la partie submergée, visible, mais il y a tous ces coûts indirects qui sont immergés, qu'on ne pense pas souvent dans les évaluations qu'on fait de nos achats, mais qui en fait sont une énorme partie, parce que quand on y pense, après la matière première, le plus gros poste de dépense d'une entreprise, c'est sa main-d'œuvre. Ouais. Des fois, même, c'est avant la matière première, dépendamment de l'activité. Oui, absolument. Et c'est là vraiment où il y a du temps à économiser, mais du coup, il y a énormément d'argent à économiser à ce niveau-là. Ouais. Et c'est là que des partenaires stratégiques peuvent vraiment aller se démarquer, parce que c'est là où est la valeur. Donc, c'est là où on peut aller chercher ces plus grosses économies. Donc, c'est vraiment ça. Mon message, c'est de pas tant se concentrer sur le prix de produit. C'est pas là où les vraies économies sont. Les vraies économies substantielles sont sur les économies de coûts indirects, sur les économies de temps qu'on peut aller chercher en implémentant justement des solutions et de la technologie et en faisant affaire avec des partenaires justement qui vont nous accompagner, exactement cette gestion. Qui vont nous accompagner là-dedans. Exactement. Et puis vraiment en terminant, c'est bien dit, c'est exactement. Et puis en terminant, c'est vraiment aussi de rechercher ce type de relation avec des fournisseurs. Pas tous, hein, je dis jamais c'est tous les fournisseurs, mais ceux qui font la différence, d'avoir une relation un petit peu plus durable et un petit peu plus ouverte. Olivier, ça a été super intéressant. Ben oui. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous puis de nous avoir donné ton point de vue aussi en tant que distributeur. Je pense que ça donne une perspective qui est vraiment valable et que les gens vont pouvoir retenir. Et puis, ça peut être l'axe de développement souhaité d'avoir un distributeur comme ça pour nous accompagner dans nos transformations. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir donné la parole dans ton émission. Avec plaisir. Merci, Olivier. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.